Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Alors pendant près d'une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de l'essentiel et du non-essentiel. Le non-essentiel, les vacances par exemple, et l'essentiel, le plan vaccination, le plan logement. Et on parlera également des relations entre médias et politique et du voile dans l'enseignement supérieur. Alors pour respecter strictement nos conditions sanitaires, il n'y a que 2 experts au lieu de 4, mais des experts de qualité qui vont analyser l'actualité avec nous. Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe à BX1, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Pascal Vrébos, auteur et présentateur à RTL TVI, bonjour. Bonjour. Alors on vaccine depuis 3 semaines à Bruxelles. On a commencé piano en maison de repos, puis certains hôpitaux, et puis à présent, il faut marquer le pas. Pfizer ne suivant pas le rythme des fournitures. Et pendant ce temps, on en est déjà à la 2e dose dans certaines maisons de repos. Reportage Cyprien Oudemont et Paul Kuhn. Je voudrais ça là parce que la première était là. La première, c'était il y a 3 semaines. C'est l'heure de la 2e dose pour Carmen Fischer. Dans 12 jours, elle sera considérée comme vaccinée. Voilà de quoi lui donner un goût de normalité. J'espère qu'on peut reprendre la vie normale. Pas à l'extérieur, naturellement, et pas avec la famille, mais ici. Ici, presque tous les résidents ont accepté le vaccin, dans l'espoir de pouvoir reprendre des activités. Prendre des repas ensemble, avoir des réunions, des ateliers, c'est très important, surtout parce que c'est la solitude, dont nous avons souffert depuis des semaines, c'est pénible. C'est aussi au tour du personnel soignant. La moitié des travailleuses et travailleurs ont reçu leur première dose. J'ai été vacciné ce matin pour la première fois, première dose. Et tout va bien. C'est même presque une libération parce qu'on sent qu'on avance, que la vie va pouvoir reprendre plus facilement pour chacun ici et que, voilà, que le taux de protection augmente au fur et à mesure du nombre de personnes vaccinées. Manu Glibert est kiné. Pour lui, c'était une évidence de se faire vacciner. C'est un métier de contact où c'est vrai que les gestes barrières et compagnie peuvent un petit peu nous malmener dans la pratique de notre métier. Et donc savoir qu'on sera vacciné ainsi que les résidents nous soulagera dans la pratique de tous les jours. L'opération avance donc. Si ça se poursuit si bien, dans 12 jours, cette salle pourrait retrouver sa fonction de convivialité. C'est ici qu'ils vont pouvoir reprendre leur repas en commun, en grand groupe. C'est ici qu'il y a la messe toutes les semaines, c'est ici qu'il y a la gymnastique en grand groupe. C'est toutes des activités qui sont très importantes pour eux. À Bruxelles, dans les maisons de repos, plus de 10 000 personnes ont déjà entamé le processus de vaccination. Alors ce vaccin, Stéphanie Meyer, c'est une véritable course contre la montre pour l'instant. Oui, alors en termes de communication, on est très axé sur cette grosse machinerie logistique qui a été mise en place. On nous parle de comment s'organise, des doses qui sont en retard, où est-ce que c'est stocké, où est-ce que ça arrive. Et en fait, on néglige, je trouve, en termes de communication encore fort l'écoute de l'inquiétude du public, parce qu'elle est là. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et on néglige le fait de leur donner des réponses qui soient fines à ces questions. Je crois qu'on doit faire le pari de l'intelligence en fait, de chacun. Il ne faut pas taxer d'anti-vaccins toutes les personnes qui se posent des questions sur les vaccins. C'est quelque chose d'assez légitime. Et il faut donner des réponses fines à ces questions. On a fait vendredi un reportage dans le journal télévisé où on est allé dans une maison de repos où le personnel soignant a été quand même en première ligne, a vu les dégâts que le Covid pouvait faire. Et on s'est rendu compte là qu'il n'y a que 25% du personnel soignant qui était prêt à se faire vacciner parce qu'il y avait toute une série d'inquiétudes par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a tout un effort de pédagogie, d'explication qui doit encore être fait. Et on remarque, je trouve, une distorsion entre le tempo du public, qui est toujours dans ce questionnement par rapport aux choses, et le tempo du politique, qui lui est déjà en train de se dire, au niveau européen, pour la fin août, 70% de la population doit être vaccinée. Et puis on se pose la question de ce passeport vaccinal, alors qu'on n'en est pas du tout là au niveau du grand public. Pascal Vrébos. Mais on peut dire une chose, c'est que depuis 2 siècles, le vaccin est la seule porte de sortie. Alors je peux comprendre, non pas les vaccinosceptiques, parce que ça c'est souvent très sectaire, je peux comprendre les inquiétudes. Moi-même, je me pose des questions, par exemple, sur l'ARN. Mais je me suis un peu, parce que j'aime beaucoup la chimie et la biologie, je me suis un peu renseigné et je me suis rendu compte, après avoir lu toute une série d'articles, mais pour ça il faut avoir le temps, que c'est vraiment l'avenir. L'avenir pour soigner les cancers, c'est une trouvaille géniale. Donc je pense qu'il faut d'abord se réjouir de
la vitesse avec laquelle les scientifiques du monde entier sont arrivés à ça. Ça, c'est quand même très réjouissant, il faut le dire. Ils méritent le Nobel, ces gens-là. Parce qu'ils ont fait des progrès invraisemblables. Qui aurait pu imaginer, il y a 15 ans, qu'on puisse trouver des vaccins en 6 mois, 8 mois? Alors, cela dit, ça c'est évidemment le positif. Cela dit, c'est de nouveau un peu la pagaille dans la communication, vous l'avez dit, mais aussi peut-être dans la préparation. Parce qu'en fait, le fait que la Belgique, par exemple, soit impuissante par rapport à Pfizer, hein, qui est un peu dans la gadoue, là. En Italie, ils ont été devant les tribunaux. En Belgique, visiblement, on ne fait pas grand-chose. Là, j'avoue que je ne comprends pas de nouveau la pagaille, même si ça doit être extrêmement compliqué vu l'interdépendance des pays et des choses pareilles. Eh bien, on va demander l'avis justement de nos deux invités. Ils sont tous les deux présidents de partis, autrefois mariés, les partis aujourd'hui séparés, qu'ils entrent. Alors à cette table, François De Smet, président de Défi, et Georges-Louis Boucher, président du MR. Bonjour à tous les deux. Et je posais directement la question peut-être à Georges-Louis Boucher. Est-ce que par rapport à Pfizer, donc ce qu'on a dit, ces vaccins qui n'arrivent peut-être pas en nombre suffisant, est-ce que le gouvernement fédéral devrait poursuivre Pfizer en justice? Non, parce que manifestement, certains ont peut-être mal lu le contrat. Le contrat parlait effectivement de doses et non pas de fioles. Et donc, à partir du moment où on se vante qu'on peut avoir plus de doses dans un flacon que ce qui était prévu avant, Pfizer adapte ses commandes par rapport à cela. Donc, c'est le gouvernement qui a mal communiqué. Pour vous, il n'y a pas de retard. En tous les cas, moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend. C'est que on signe un contrat, c'est quand même toujours mieux de savoir ce qu'on achète. Et donc, je ne suis pas en train... Qui a signé alors? Oui, mais bon, ça, c'est toujours le jeu habituel. Qui a signé? On pose une question concrète. Oui. Est-ce que Pfizer est responsable? Je suis aussi avocat avant d'être politique. Moi, je ne pense pas, sur la base des informations dont je dispose, que c'est Pfizer qui est en tort. Alors, comment peut-on faire pour aller plus vite, Jean-Louis Boucher? Pour aller plus vite, il faut surtout s'organiser correctement sur le terrain. Et donc, on n'a pas tout à fait la main sur le nombre de flacons qui vont nous arriver, de vaccins qui vont nous arriver. Par contre, ce qui serait impardonnable sur le plan politique, c'est d'avoir des flacons et à un moment donné, que ce soit un peu les problèmes au niveau du terrain. Et à l'heure actuelle, force est de constater qu'on n'a pas une stratégie qui est encore totalement affinée sur la manière dont on va pouvoir diffuser ce vaccin à la population. Ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu, désolé de le dire, le plus facile. Les maisons de repos, les personnes sont là, le personnel aussi. Personnel soignant, c'est la même chose. La vraie phase stratégique, c'est la phase 2, où on va vacciner la population en général, où là, il va falloir cibler par catégorie de population. François De Smet, est-ce qu'on est prêt pour cette phase 2? Je vais d'abord dire un mot sur Pfizer, parce que moi, je trouve ça choquant. D'abord parce que cette 6e dose, elle n'est pas si simple à prendre que ça. Il faut des seringues particulières. On découvre à l'usage qu'en fait, il y a moyen de tirer 6 doses plutôt que 5. Et tout de suite, Pfizer, en effet, s'adapte. Alors juridiquement, ils ont sans doute raison. Mais enfin, du point de vue de la responsabilité sociétale d'une entreprise, rappelons, le Premier ministre l'a très justement rappelé il y a un mois ou deux à la Chambre. Les vaccins que nous avons, ils sont notamment le fruit d'une coopération entre le public et le privé, entre des centres de recherche et le privé. Et ici, le fait qu'en fait Pfizer punit la Belgique, je ne trouve pas d'autre mot. Ah, vous avez découvert qu'il y a moyen de prendre 6 doses plutôt que 5. Eh bien, votre nouvelle, comme on vous facture les doses, on vous retire le nombre de flacons disponibles. Je trouve ça choquant. Ce n'est pas le libéralisme que moi je voudrais. Je suis désolé, mais il y a un moment, la responsabilité sociétale d'une entreprise, ce n'est pas de se plier au marché au point que ça aille à ce point-là sur la santé publique. Est-ce qu'on se pose la question de savoir à quoi vont servir les flacons qui ne vont pas être livrés à la Belgique? Donc il faut arrêter avec cette responsabilité sociétale. Pfizer n'a pas une obligation spécifique à l'égard de la Belgique. Pfizer, aujourd'hui, doit fournir le monde entier. Et donc, à un moment donné, elle a un contrat avec un pays qui l'engage sur une série de doses. Elle doit aussi, parce qu'elle a des demandes dans d'autres pays, dans tous les pays du monde. Et donc, elle se dit, eh bien, si je peux remplir mon obligation de cette façon-là, je vais remplir mon obligation vis-à-vis d'autres pays
d'une autre manière. On n'est pas dans un combat qui est économique. Au contraire, les entreprises pharmaceutiques sont nos partenaires de François de Smet. Encore un mot là-dessus. De même que le Premier ministre, je vous trouve vraiment très coulant sur cette histoire, parce qu'en plus, et ça c'est la faute du gouvernement et de la task force, on se retrouve maintenant avec un vrai problème, puisque les scénarios de vaccination avaient été prévus sur cette histoire de dose et sur ce gain de 20%. Donc là, il y a à la fois un manque d'anticipation de notre part. Est-ce que ça doit se régler en justice pour autant? Je ne crois pas. Madame von der Leyen de la Commission européenne, par exemple, elle passe des coups de fil pour enguirlander le PDG de Pfizer et accélérer les choses. Il y a d'autres méthodes, mais qu'on n'aille pas à me dire que c'est le comportement normal d'une grande société et de sa responsabilité sociétale. François de Smet, sur la deuxième phase du plan de vaccination, est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'à Bruxelles, on est prêt? Alors, franchement, ça a démarré lentement partout. Donc, on est monté au créneau avec les soignants notamment. Il y a toujours des choses qu'on ne voit pas bien. Alors, c'est parfois décidé, mais ce n'est pas connu. Un seul exemple, la plupart des citoyens ne savent pas encore s'ils vont recevoir une sorte de convocation, information pour venir se faire vacciner ou non. Il y a un manque en Wallonie comme à Bruxelles, je trouve encore d'informations. Par contre, sur le timing de la vaccination, c'est-à-dire de commencer par les personnes âgées en maison de repos, c'était la bonne chose à faire. Poursuivre tout de suite par les soignants, c'était la bonne chose à faire. Et je pense qu'on doit tous, médias, politiques, majorité, opposition ou que ce soit, maintenant œuvrer à l'adhésion totale du vaccin qui est notre unique ticket de sortie de cette crise. Alors on a très peur pour l'instant du fameux variant anglais. Et depuis vendredi, on sait qu'il y a même un cas à l'école Ahmed, un cluster de variants anglais, comme il y en a eu en Wallonie et en Flandre. Alors Georges-Louis Boucher, est-ce que nous enregistrons l'émission le vendredi, donc elle est diffusée samedi, donc on ne connaît pas exactement ce que le comité de concertation va décider, mais est-ce qu'il faut encore resserrer la vis? En tout cas, il y a un enjeu par rapport au voyage à l'étranger. Je pense que tout le monde l'a compris et l'a vu. Je crois qu'on peut admettre aussi que c'est un enjeu sans pointer du doigt ceux qui sont partis à l'étranger. Donc moi, ce qui commence un peu à me fatiguer dans cette crise, c'est qu'on a réussi à monter tous les corps de la population les uns contre les autres. Et donc, c'est l'ORECA contre les coiffeurs, les commerces dits non essentiels vis-à-vis des autres, ceux qui voyagent versus ceux qui font des fêtes à la maison, celui qui veut faire Noël, celui qui ne veut pas. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Il faut être un peu de bon sens. Donc, le bon sens commande non pas de condamner les gens, mais de reconnaître qu'effectivement, aujourd'hui, des voyages à l'étranger sont peu raisonnables. Donc, il y aura un durcissement, je peux déjà vous l'indiquer, par rapport à ces voyages à l'étranger. Pour le reste, avec le fait que cette crise dure longtemps, il y a des décisions que nous devons aussi adapter. On doit aussi faire preuve de créativité. Et donc sur la question des métiers de contact, par exemple, si vous attendez d'atteindre les chiffres de contamination, eh bien, vous risquez d'attendre des délais qui sont intenables parce qu'il y a de l'économie parallèle qui se développe, parce qu'en France, au Luxembourg, on peut aller dans ces métiers de contact. Et je terminerai juste sur un point, c'est que je crois qu'on ne doit pas laisser notre peur nous diriger. Parce que les variants, c'est bien sûr surprenant et c'est interpellant. Mais, on le sait aussi, un variant fait que le virus est moins virulent. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on peut laisser tomber. Il est très contaminant. Mais donc ça veut dire que l'objectif, c'est quoi? C'est de vacciner en priorité tous les publics les plus fragiles. Et puis après, au fur et à mesure des variations, 9 fois sur 10, plus de 9 fois sur 10, un virus est moins virulent quand il mute que dans sa version antérieure. N'oublions pas notre objectif premier, c'est de ne pas saturer les hôpitaux et particulièrement les lits en soins intensifs. Donc si on arrive à un moment donné dans l'évolution à voir que le nombre de patients en soins intensifs continue à baisser, même si on devait avoir un volume d'infection qui ne baisse pas en raison du variant, nous pouvons également adapter notre politique. Donc un peu de rationalité et de sang-froid par rapport à cela. Vous partagez l'optimisme de Georges-Louis Boucher, François de Smet? Pas tout à fait, hélas, même si je suis en accord sur d'autres points. Ce qu'on appelle le variant britannique a mis par terre le système de santé anglais et irlandais en 8 semaines. Et donc oui, sincèrement, la limitation des voyages non essentiels se justifie. Il y a 8 jours, j'ai interpellé le Premier ministre à la Chambre, qui à l'époque, il y a un gros 8 jours, disait que on a déconseillé, ça me semble suffisamment clair. Alors il est en train de changer d'avis visiblement dans le bon sens. C'est vrai, il ne faut pas culpabiliser les gens. Ce n'est pas la faute des gens qui ont pris la liberté de voyager. Vous voulez dire qu'il faut reconfiner, François de Smet? Non, j'espère que non. D'abord, il faut limiter les voyages non essentiels. On s'est contenté de déconseiller les voyages. On aurait dû avoir sans doute un truc beaucoup plus clair parce que 160 000 personnes sont quand même parties à Noël. Et ici, c'est quand même justice. On est à quelques semaines des vacances de carnaval. Il faut que les gens puissent s'organiser. Donc si on veut limiter, et on doit le faire, parce que
qu'il faut absolument limiter le plus possible ce variant et les autres. Il y a même un variant brésilien qui, lui, contourne même l'immunité connue des vaccins et de ceux qui ont fait les maladies. Donc, c'est malheureusement, pour l'instant, la priorité. On peut discuter après des métiers de contact et de voir comment, en effet, sans, si possible, créer de faux espoirs, rouvrir ce qui peut être rouvert. Mais l'interdiction des voyages non essentiels, je crains que ce soit la Attendez, parce que ça, c'est tout le problème de la politique, c'est qu'on prend un point et puis on fait tout un truc et personne ne regarde les faits. En Angleterre, ce n'est pas le variant qui les a mis dans cette situation. Hein. C'est aussi les décisions du gouvernement. Je vous rappelle quand même que début décembre, à Londres, les pubs étaient ouverts, les restaurants, les salles de spectacle. Et donc, on vient de m'expliquer que tout est de la faute du variant. Ça, c'est ce que Boris Johnson essaye de faire croire à sa population pour essayer d'éviter sa responsabilité politique. Mais à une époque où nous, même les commerces, en tout cas de produits non primaires, je dirais, n'étaient pas ouverts. Chez eux, on allait au théâtre et au cinéma. Donc, admettons, là encore une fois, un peu de rationalité dans le sujet. Ça a permis aux variants de se développer. Exactement, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de liberté ? Vous parlez tous les deux beaucoup de libéralisme. Hein. Il paraît qu'on est deux partis libéraux. Voilà. Est-ce que la liberté de circuler, est-ce qu'elle n'est pas mise en cause quand on empêche les vacances non essentielles ? Mais François si, bien sûr. Je ne suis pas suspect d'ailleurs de vouloir militer d'habitude pour une fermeture des frontières. Moi, j'ai une vision d'un monde beaucoup plus ouvert, tant pour les biens que pour les personnes. Bien sûr, mais attendez, personne, ça, je crois que c'est clair, personne ne limite les libertés fondamentales que nous avons pour l'instant par pur plaisir. Par contre, ce qui manque, j'ai eu l'occasion de le dire dans la presse récemment, il devient anormal. C'était compréhensible lors de la première phase de l'épidémie sans gouvernement de plein exercice. Il commence à devenir anormal d'avoir des libertés aussi importantes réduites à portions congrues par simple arrêté ministériel. Il est temps, je sais que c'est dans les cartons du gouvernement, mais je l'invite à accélérer, d'avoir ce qu'on appelle une loi pandémie et d'avoir un vrai débat au Parlement sur la proportionnalité des mesures. Parce que nos citoyens ont été très courageux. Il faut quand même tous les en remercier. On est dans une période extrêmement dure et ils adhèrent à des mesures qui peuvent être parfois très dures s'ils ont l'impression qu'elles sont justifier et expliquer. Et notamment, on parlait des métiers de contact. Ce qu'il manque, là je sais qu'on est d'accord, c'est une objectivation des études qui permettent de dire ceci doit rester fermé, ceci peut rester ouvert. La Chambre il manque un débat démocratique à la Chambre, même si on n'est pas... Attendez, on n'est pas en dictature non plus, j'ai pas dit ça. Oui. Je dis qu'il manque une loi pandémie qui permette de discuter de la proportionnalité des mesures. Vous êtes d'accord là-dessus, Georges Le Boucher ? Non, je pense qu'il faut effectivement un débat public, mais au-delà du Parlement. Ce qui est devenu très désagréable avec cette crise, c'est qu'aujourd'hui, celui qui ose mettre en réflexion les mesures est considéré comme un hérétique, un assassin, c'est scandaleux. Je trouve qu'à un moment donné, il y a une marge entre la ligne, il faut confiner, il faut être strict, et le déconfinement de gens qui seraient irrationnels. Mais entre les deux, il y a de la réflexion, par exemple, sur les métiers de contact. Et moi, je suis très surpris, puisque ma formation politique a toujours été très en pointe sur les questions de liberté tout au long de cette crise, que dès qu'on ose interroger une mesure, tout de suite, c'est une bronca médiatique. Alors qu'on nous réduise toute une série de libertés de manière légitime compte tenu de la crise, je l'accepte. Mais qu'on réduise la liberté d'expression, ça, c'est un pas trop loin. Par contre, nous sommes en défaveur d'une loi pandémie. Pour quelle raison ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien voir que ce qu'on est en train de vivre doit rester exceptionnel. Et si on commence à donner des fondements qui seraient un peu plus pérennes dans le temps, ça pourrait, à un moment donné, et ça je crois que c'est une crainte qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est qu'on s'habitue à certaines mesures très attentatoires aux libertés. Certains parlaient de drones à un moment donné au-dessus des maisons, le couvre-feu. Donc pour vous, l'arrêté ministériel, c'est plus exceptionnel qu'une loi pandémie. C'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on règle ça par arrêté ministériel qu'on ne débat plus et qu'on s'habitue. La loi, elle peut s'arrêter dans le temps, sans problème. Je crois qu'il faudra quand même que vous en débattiez à une occasion ou l'autre. De toute façon, le temps qu'on adopte une loi... J'ose espérer que la crise soit passée. Pascal Vrébos. Je pense que dans cette espèce de chaos tous azimuts, tout le monde navigue à vue. Les scientifiques, c'est sûr, on voit les controverses entre eux. Les politiques suivent. Les médias eux-mêmes tentent de comprendre, mais c'est jamais facile. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un virus en 2002 qui s'est éteint et on n'a jamais su pourquoi. Et donc, on est là devant des énigmes et je pense qu'il faut vivre avec ça. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a bien parlé déjà tous ensemble du vaccin, des vacances. On va quand même parler d'un autre sujet qui intéresse beaucoup les Bruxellois. Non, on ne va pas parler de mobilité, mais on va parler de logement, qui est un problème récurrent dans la capitale. Le gouvernement bruxellois a dégainé un plan qui fait débat, c'était la semaine dernière. Est-ce qu'on en fait assez ? Va-t-on parvenir à le réussir, ce plan ? Dialogue très difficile entre la secrétaire d'État et son opposant PTB. C'était mercredi dans Versus avec Michel Gaillard.
que vous avez dit que vous êtes quelqu'un de terrain. Moi, j'ai l'impression que vous avez oublié le terrain, Madame Benhamou, parce que et depuis que vous êtes ministre et dans le confort, j'ai l'impression que vous ne sentez pas ce que c'est, à quel point ça fait mal de payer 1 000 € de loyer par mois, à quel point ça fait mal de devoir mettre 500 000 € sur la table pour acheter une maison. Mais là, on est dans la caricature. Possible. Vous savez, alors, dans ce sens-là, je trouve qu'on n'est pas du tout assez ambitieux, effectivement, vous faire contribuer le privé, mais comment? Vous savez, hier, Madame de Smet, je vous pose une question. Vous savez, hier, non, mais moi, les caricatures de la sorte, c'est terminé. Vous savez, dire que je ne suis pas une personne de terrain, dire que je méconnais totalement la réalité à Bruxelles, c'est totalement faux. Vous savez, hier, on a passé toute une réunion, toute une journée avec mon administration qui est la SLRB à analyser projet par projet pour voir où ça en était au niveau de la construction du logement social à Bruxelles. Parce qu'on veut déminer chaque projet. On veut que ce soit réalisé, on veut pouvoir y arriver parce qu'il y a 50 000 personnes sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Et je suis à côté de mon administration pour pouvoir achever toute cette construction. C'est pourquoi on propose aussi la socialisation que vous avez pu voir dans le plan, qu'on propose cette allocation loyer, qu'on va augmenter le parc des agences immobilières sociales de près de 2500 logements en plus, au moins. Donc dire que je méconnais le terrain, c'est totalement faux. Stéphanie Meyer, est-ce qu'on va vraiment améliorer le logement à Bruxelles avec ce plan? Mais ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'elle explique qu'elle a travaillé pour essayer de déminer toute une série de dossiers qui existent. Et c'est vrai que c'est vraiment ça la difficulté du plan logement à Bruxelles. Le premier plan logement, il a été lancé en 2004. On nous avait promis 5000 logements dans les 5 ans. 12 ans après, on en avait fait 1700. On a lancé ensuite un deuxième plan logement fin 2013 qu'on peine encore à finaliser. Et donc on a cette extrême lenteur pour plein de raisons qui est d'un côté, et de l'autre côté un phénomène galopant où en 2005 on avait 2000 personnes sur la liste d'attente pour les logements sociaux et 23 000 ménages sur la liste d'attente pour les logements sociaux, et maintenant on est à 49 000 ménages. Donc on a doublé en peu de temps, et donc on n'a pas réussi en plus de ça à mettre fin à l'exode de la classe moyenne vers les provinces, où elle peut se payer finalement les logements un peu plus qualitatifs qu'elle espère. Donc ça veut dire que c'est une perte de revenus aussi pour la région. Tout ça se mord un peu la queue. Et donc là, on est face à un phénomène très compliqué. Alors ici, il y a vraiment un ensemble de mesures, il y en a plein. L'une d'elles, c'est une ordonnance qui est déjà passée il y a quelques jours, qui va faciliter l'octroi des permis. On va les délivrer. Pour des projets qui ont 25% de logements sociaux, on va le délivrer en 3 mois au lieu de les délivrer en 13 mois. Donc ça pourrait accélérer les choses. Une autre chose intéressante, c'est l'appel au privé pour leur acheter des logements qui ont été déjà construits ou pour lesquels on a déjà les permis, parce qu'on sait que les permis c'est compliqué. Donc ça va être intéressant à observer, parce qu'il y a 20 ans, les promoteurs privés ne s'intéressaient pas du tout au logement, c'était que le bureau. Maintenant, ils sont fort intéressés par ça. Le bureau, c'est déjà moins intéressant. On va voir, mais alors on va voir si ça n'a pas un effet sur une augmentation des prix. Et des loyers. Alors, François de Smet, est-ce que ce plan logement est-il le plan miracle comme il était présenté? Non, miracle, il ne faut pas croire trop au miracle en politique et en amour, il faut éviter les jamais et les toujours. Mais c'est un bon plan. Et c'est un plan d'urgence qui est adapté à la situation, qui tire le parti des échecs antérieurs et qui, et ça j'y tiens beaucoup, ne va pas dans le absolument tout au logement social classique. Il y a une ouverture vers le privé, vous en avez parlé, mais l'allocation au logement, c'est aussi une ouverture vers le privé, puisque ça vise à permettre beaucoup plus facilement de régler les problèmes de logement, non pas simplement en construisant des logements publics classiques partout, mais en invitant un peu plus le privé à participer. Pareillement, pour les AIS, les agences immobilières sociales, qui vont être renforcées, un budget spécifique va leur être alloué. Rappelons qu'aujourd'hui à Bruxelles, et c'est vrai que c'est un énorme problème, la moitié des Bruxellois sont dans des conditions éligibles pour un logement social. C'est une crise sans précédent. Il y a l'accès à la propriété, mais ça je suis sûr que mon collègue va en parler, c'est un vrai souci. Mais les Bruxellois, ils veulent bien sûr, si possible, être propriétaires, mais ils veulent d'abord des logements décents et adaptés à leur situation. Et ça, même pour l'instant, on n'est pas capable de les donner en suffisance. Il fallait un plan d'urgence. Ce n'est pas suffisant pour moi, mais c'est une très bonne première étape. Georges-Louis Boucher, le MR est dans l'opposition à la région, ils ont fortement critiqué le plan. Quelle est votre vision un peu d'ensemble? Parce que vous n'êtes pas bruxellois, mais vous êtes président du MR. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan logement quand vous comparez avec les autres régions? Je dirais qu'en fait, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ici, on a une majorité qui, à peu de choses près, est la même depuis une quinzaine d'années, qui essaye de corriger ses propres erreurs et ses propres errements. Donc c'est toujours un peu original. Mais en tout cas, la difficulté de fond, c'est que François de Smet parlait d'une ouverture vers le privé. C'est ça qui est beaucoup trop faible. En fait, on a une mentalité qui est très problématique, particulièrement du côté francophone en général,
où on croit que le logement qui doit intervenir pour les personnes les plus précarisées doit être du logement public. C'est une erreur. C'est une erreur parce que les tailles de ces logements ne sont pas toujours adaptées aux demandes, parce que dans les files d'attente, il y a des logements disponibles. Mais parfois, vous avez besoin d'un logement pour 2 personnes et vous avez le logement pour 4 qui est disponible. Donc on vous dit, vous ne pouvez pas. Ce qui génère une frustration très grande chez les gens de se dire, mais je vois que ce logement-là est vide et on me dit que je dois attendre. Il faut beaucoup plus travailler sur du soutien à la location, du soutien à l'acquisition. Et donc, il vaut mieux avoir une intervention directe dans la part de budget logement des personnes précarisées. Donc vous allez... Il y a des allocations loyers qui sont prévues. Hein. Eh bien, exactement, je le dis, mais d'à côté de ça, ça c'est un aspect favorable. Tout n'est pas mauvais, heureusement. À force de faire des erreurs depuis 15 ans, j'espère qu'on apprend de temps en temps. Mais plus sérieusement, ça, c'est vraiment la ligne que nous devons renforcer. Mais considérer, et c'est ça la faiblesse du plan, considérer que sur la part de logement public, on atteindra les objectifs, c'est pas possible aujourd'hui parce que ça ne l'a pas été les années précédentes et rien n'est modifié pour ce faire. Donc on doit beaucoup plus investir, et là on se rejoint, sur tout ce qui est AIS, soutien à l'allocation acquisitive. Ce sont ces mécanismes-là qui doivent être mis en œuvre. Et un dernier point, il y a toute une politique globale en matière de mobilité, d'aménagement du territoire, d'espace, l'aménagement de l'espace pour que les classes moyennes ne procèdent plus à l'exode. Parce que ça, c'est un autre problème de la région, c'est que cet exode urbain, à un moment donné, paupérise la région, diminue la mixité sociale dans l'autre sens, et donc, résultat des courses, diminue les voies et moyens du gouvernement bruxellois, et donc les capacités d'investissement. Donc ça, cet enjeu-là est encore plus fondamental, et il n'y a rien dans le plan en la matière pour faire revenir ces classes moyennes. Pascal Vrebos, est-ce que la zone 30, ça va faire revenir la classe moyenne? Ah, ça, la classe moyenne, pour l'instant, elle part. Hein, mais bon, moi, j'ai en tout cas trouvé quelque chose de positif dans ce plan. Et ça va peut-être intéresser ceux qui nous écoutent, ce sont les propriétaires qui font des loyers, alors j'ai beaucoup aimé l'expression, des loyers raisonnables. Il y a d'ailleurs une grille indicative, et je vous conseille d'aller voir si vous êtes un propriétaire avec un loyer raisonnable, parce que si vous êtes un propriétaire avec un loyer raisonnable, vous aurez droit à des primes pour embellir, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'humidité, etc., etc. Et en plus, j'ai vu une assurance loyer, si jamais le locataire ne paye pas. Donc ça, franchement... Je trouve ça une bonne mesure. Et là, c'est, comme on dit aujourd'hui, gagnant-gagnant. Ce n'est pas un plan anti-propriétaire, merci de Voilà, le c'est dire. une mesure positive pointée par Pascal Vrebos, on le notera. Alors, on va passer à notre tête d'affiche à présent. Je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire. On commence par François Desmet. Nous avons d'abord Marc Rézière, le patron de Belfus, en bisbille avec le secteur Horeca. Alam Younan, une jeune Syrienne de 28 ans, victime d'un féminicide du déshonneur. Louis-Jean Debien, un auteur bruxellois des suites des aventures d'Arsène Lupin. Ou encore Nadia Geertz, l'enseignante militante laïque menacée de mort ces derniers jours. Alors, qui choisissez-vous? Marc Rézière, Alam Younan, Louis-Jean Debien ou Nadia Geertz? Alors, tout le monde soutient Nadia Geertz, que je connais bien parce que personne ne mérite aucune menace de mort, mais je vais quand même choisir Marc Rézière parce que je sais que c'est un bon dirigeant de Belfus, c'est un bon CEO, il fait du bon boulot. Mais les propos qu'il a tenus, et je crois qu'il en a lui-même convenu, sont déplacés parce que si on avait appliqué, je n'ai pas été le premier à le dire, mais la propre théorie un peu darwinienne qu'il nous propose, sans doute que l'État ne serait pas intervenu pour sauver Dexia et donc Belfus à l'époque. Je reviens à mon point de départ de tout à l'heure. Les grandes entreprises, tout libéral que je suis, ont une responsabilité sociétale. Ça vaut aussi pour les grandes banques. Et je comprends que le secteur Horeca ait été énervé, mais que ce soit en politique, dans le privé, dans les médias, savoir reconnaître ses erreurs, c'est tout de même quelque chose d'important aussi. Et je salue le fait qu'il ait fait marche arrière. Je vous en propose 4 autres, Georges-Louis Boucher. Tout d'abord, Alexei Navalny, l'opposant russe empoisonné puis arrêté à son retour à Moscou. Sandra Gorman, la poétesse de 22 ans qui a participé à l'investiture de Joe Biden. Luc Isebar, le nouveau chef de la zone de police Ouest, à Bruxelles. Ou Jean-Pierre Bacry, l'acteur ronchonnant, disparu à 69 ans cette semaine. C'est pas facile, hein? Qui choisissez-vous? Alexei, Sandra, Luc ou Jean-Pierre? Je suis un grand fan de Bacry, mais je vais quand même prendre Navalny. En tant que libéral, c'est tout à fait logique, et particulièrement dans une période où la question de la liberté revient au centre des débats publics. Et donc, vous savez que c'est dans notre ADN, nous sommes le plus vieux parti de ce pays. Et bien oui, tout au long de notre existence, on a tenté tout le temps de gagner des parts de liberté, de préserver cette liberté.
Aujourd'hui, elle est remise en cause. Elle est remise en cause, bien sûr, par la crise du Covid, mais aussi par tous les populismes. Et le combat de Navalny, c'est un combat profondément libéral pour plus de démocratie libérale dans son pays, pour la place de l'opposition. Et je trouve que ce qui lui arrive doit nous servir d'enseignement. C'est de bien montrer une chose, c'est qu'il n'y a que dans les démocraties libérales où tout le monde peut s'exprimer, en ce compris d'ailleurs parfois des gens de droite extrême, de gauche extrême, sans finir en prison, parce que souvent dans les régimes de ces gens, que ce soit les communistes ou que ce soit des fascistes, on finit en prison quand on est un libéral. Et donc le combat de Navalny, pour moi, en tous les cas, et pour ma formation politique, c'est un combat authentiquement libéral que nous soutenons. À propos de prison, tiens, je voudrais quand même... j'aurais pu parler de Fornieri, Moreau, Hez. Une petite réaction à ce propos, François de Smet. C'est compliqué pour des politiques de parler d'affaires judiciaires. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Juste un mot pour saluer le travail du journalisme d'investigation, et singulièrement de la presse écrite, qui quand même, sur Netis, et c'est un peu l'aboutissement de cela, a fait un travail remarquable, ce qui montre là aussi que dans les démocraties libérales, le rôle de la presse, et de la presse d'investigation en particulier, doit être souligné. C'est tous médias confondus en presse écrite, mais c'est en partie le fruit de leur travail, ce qui est en train d'arriver. Et vous, Georges-Louis Boucher, parce que Netis, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a les affaires, mais il y a aussi le politique qui était aussi concerné dans ces affaires publiques fin à Netis. Ouais, je rejoins l'analyse par rapport à la presse. Je pense que du côté de chez Netis, j'espère que c'est une page tournée qu'on ne reverra plus. Mais il faut que personne joue à l'hypocrite dans cette histoire. C'est un système qui s'est construit parce que certains l'ont construit, mais que d'autres l'ont laissé se construire. Je suis un jeune président de parti et quelles que soient les responsabilités, quelle que soit la provenance des partis, même si ici, malheureusement, il faut encore une fois forcer de constater que c'est le Parti socialiste qui est quand même au cœur de l'appareil, ça prouve deux choses. Un, que quand on est trop longtemps au pouvoir, ça pose un problème. On parlait de démocratie libérale, l'alternance en politique est quelque chose de positif. Deuxième élément, c'est qu'il y a des silences parfois et des inactions qui sont coupables. Et dans ce dossier, c'est typiquement le cas, parce qu'on ne peut pas construire ça tout seul s'il n'y a pas toute une série de gens qui ferment les yeux autour de vous. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. Pourquoi ? Tout d'abord, l'incendie à Beaux-Arts, où l'orgue est endommagé. Raoul qui reconnaît l'inefficacité de son hydroxychloroquine. Gilles Quinet qui se retrouve en trottinette et Van Peteghem à vélo pour arriver au Cairn. Les États-Unis qui rejoignent à nouveau les accords de Paris. Ou les syndicats qui claquent la porte des négociations salariales. Est-ce qu'il y a une info qui vous fait tilter, Georges-Louis Boucher ? Tout à l'heure, quand vous avez dit Raoult, j'ai compris Raoul. Je pensais que vous parliez du PTB. Je me suis dit, mais que fait-il là-dedans ? Que fait-il dans ce dossier ? Il n'y a pas que lui. Écoutez, je serais tenté par les accords de Paris avec les États-Unis, mais je parlerai quand même des syndicats, parce que c'est un sujet d'actualité qui nous concerne au premier chef. Alors la place des États-Unis aussi nous concerne toujours d'une manière ou d'une autre. Mais je trouve que ce n'est pas une réaction acceptable. Et je crois que par rapport à cette norme salariale, il va falloir faire preuve de beaucoup de sens de la solidarité, mais aussi être très raisonnable, que ce soit du côté du patronat ou des syndicats des travailleurs. Aujourd'hui, décréter des augmentations salariales au-delà de la norme qui a été fixée par la loi de 96, révisée en 2015, c'est totalement déraisonnable. Parce que considérer qu'on va octroyer des augmentations de salaire qui vont mettre en difficulté des entreprises, vous savez, si je suis travailleur, ça me fait plaisir d'avoir une augmentation de salaire sur le papier, mais si c'est pour devenir chômeur 6 mois plus tard, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc il faut que tout le monde soit très raisonnable. Dans le même temps, il y a quelques secteurs qui n'ont pas souffert de cette crise, au contraire, qui ont eu l'occasion de se développer, parfois dans le numérique, on a parlé de la grande distribution, c'est donc à analyser secteur par secteur. Et là, j'invite le patronat dans ces secteurs à faire des gestes spécifiques et ciblés compte tenu de leur position particulière. Donc, tout le monde doit faire des efforts. Et vous, François de Smet, parmi ces infos... Puisqu'il me les a laissés, je vais prendre les États-Unis, qui rejoignent à nouveau les accords de Paris. Pour deux raisons. Alors bien sûr, c'est une très bonne nouvelle que M. Biden rejoigne des accords multilatéraux abandonnés du jour au lendemain par M. Trump, il n'y a pas de souci. Mais attention à deux choses. D'abord, oui, tous les Européens sont plutôt heureux d'avoir de nouveau un partenaire. Attention, ça reste les États-Unis. C'est-à-dire que si on peut recompter sur un partenaire, ça ne dispense toujours pas les Européens de se dire qu'ils sont aussi seuls sur une série d'enjeux, qu'ils doivent peut-être mieux organiser leur défense au lieu de se dire qu'ils sont éternellement sous le parapluie américain. Et deuxièmement, on aurait tort de croire
parce que Biden est en train de détricoter tout ce que Trump a fait, dans un sens tant mieux, on aurait tort de croire que Trump n'était qu'une parenthèse. Je fais partie de ceux, et là l'insurrection au Capitole le montre, qui pensent qu'on est encore parti avec un phénomène de populisme avec Trump comme figure d'inspiration, qui divise profondément les États-Unis, qui divise profondément les démocraties en général, et qu'on n'en a pas fini tout de suite malheureusement. Donc ne pensons pas que la parenthèse est fermée. Le week-end dernier, WBE, le pouvoir organisateur de la communauté française, faisait connaître son nouveau règlement en matière de port de signes convictionnels dans l'enseignement supérieur, et notamment le port du voile. Reportage Philippe Jacquemotte et Thibaut Nagy. Réseau catholique, après les universités, c'est au tour des écoles supérieures et de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'autoriser les signes religieux et donc le voile pour les jeunes filles. Ceci dans le but évidemment d'œuvrer à leur émancipation et au fait qu'elles obtiennent un diplôme qui est souvent un passeport pour l'emploi et un passeport pour l'inclusion sociétale en général. Le voile qui fait toujours débat. Soit certaines faisaient le choix d'ôter tout signe convictionnel et donc elles venaient évidemment dans les établissements, soit celles-ci n'avaient pas le droit de s'y inscrire et donc soit devaient renoncer à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement de promotion sociale, soit à aller s'inscrire dans un autre établissement. Une autorisation qui ne passe pas au centre d'action laïque, qui diviserait au lieu d'unir. La philosophie en fait de cette interdiction, il faut aussi la comprendre. C'est tout simplement pour créer du commun. C'est tout simplement pour qu'il y ait des interactions. C'est tout simplement pour transcender nos appartenances. Un changement inutile, puisque les jeunes filles voilées avaient déjà d'autres choix d'école. Pour le Centre d'action laïque, la signification est plus profonde. Moi, j'y vois davantage une atteinte à la neutralité de l'État dans l'administration publique, dans l'école, à travers l'enseignement, qu'un geste d'apaisement qui s'inscrit dans une démarche pédagogique. Les signes religieux pourraient aussi faire leur apparition dans le réseau officiel de la région bruxelloise, comme le prévoit l'accord de gouvernement. Alors Georges-Louis Boucher, vous avez réagi très très vite à cette information en disant que le MR n'était pas d'accord, que vous n'étiez pas au courant et que le gouvernement n'en avait pas parlé. Effectivement, puisque au sein du conseil d'administration de toutes ces écoles, ce n'est pas le gouvernement qui s'y trouve. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez revu votre position ou votre position est toujours la même ? En général, on ne change pas d'avis pour rien. Peut-être vous pouvez préciser ou affiner. Mais je pense qu'ici, on était vraiment, encore une fois, dans un cas de caricature. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit qu'on était contre le port du voile, on a dit qu'on était contre cette décision, parce que nous préférons laisser la liberté aux établissements. Comme ça a été indiqué dans votre reportage, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Et donc, ça change dans une école, Albert Jacquard, pour être précis. Et donc, en réalité, on tord le bras un principe important, celui de la liberté des établissements, mais surtout, on remet un brûlot sur la table, puisque ça a très peu d'impact dans le concret, mais derrière, on en fait tout un débat, et je l'assume. Il y a une faute de la part de M. Niquez, et j'ai demandé, et ça sera suivi au sein, via nos administrateurs, que la sortie de M. Niquez soit analysée en conseil d'administration de WBE et qu'on fixe des règles de communication, parce que c'est une décision qui a été prise entre octobre et novembre, donc nous ne comprenons pas pourquoi il sort de la sorte, mais surtout les mots utilisés. Est-ce qu'on se rend compte qu'il invoque finalement une complaisance à l'égard du voile comme un objet d'émancipation, comme une possibilité d'intégration. Bientôt, il allait nous expliquer que le voile était un élément de développement de la femme. Donc moi, je respecte les convictions de chacun. En tant que libéral, je suis très attaché à la neutralité de l'État. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas venir avec des argumentaires, et je suis très inquiet de ce que je vois à Bruxelles, où il y a de plus en plus de motions dans les conseils communaux pour tenter d'autoriser le voile de manière partielle ou totale dans les administrations. Nous ne pouvons pas céder à cela, parce que, et je voudrais juste faire le point, il y a quand même un élément qui est très interpellant, c'est que le voile, chez certains, est considéré uniquement comme finalement un objet de tissu qu'on met sur sa tête. Il y a un symbole derrière. Alors il y a une appartenance religieuse, mais ça peut aussi être un symbole politique. On connaît aujourd'hui, et c'est moins langue de bois qu'avant, on connaît l'enjeu de l'islam politique, de l'islamisme politique, les dangers que ça reflète, et donc on ne doit pas faire n'importe quoi par rapport à cela. Je fais juste un petit point d'histoire. Parce que je voudrais aussi entendre François de Smet. En Turquie, le voile était interdit dans les universités grâce à Atatürk. Celui qui l'a réinstauré, c'est Erdogan. Je pense que de temps en temps, on doit un peu s'interroger sur les exemples étrangers aussi. Alors François de Smet, d'abord là-dessus, est-ce que Julien Niquez a fait une faute, comme dit Georges-Louis Boucher ?
Alors, l'EMR a 3 administrateurs dans ce conseil d'administration, nous n'en avons aucun, donc je n'ai pas les moyens de le savoir. Est-ce qu'il est sorti de sa ligne ou non? Ça, c'est une discussion à avoir en interne. Sur le fond du problème, qui est d'une complexité inouïe, mais bon, il faut assumer, moi je me sens à la fois laïque et libéral. Et le libéralisme, c'est toujours de d'abord poser la liberté, dans toutes les circonstances, même quand ça ne nous plaît pas, et puis les restrictions si elles sont légitimes. Est-ce que les restrictions de liberté religieuse sont légitimes dans les administrations? Oui. Pour garantir la neutralité du service, il n'y a pas de doute pour moi. Est-ce qu'elles le sont dans les écoles obligatoires, dans l'enseignement secondaire et a fortiori primaire? Oui, pour offrir un cadre de neutralité pour les élèves. Est-ce que ces restrictions sont légitimes dans l'enseignement supérieur? Avec des majeurs, oui. Avec des majeurs, et des majeurs qui veulent étudier, se former, avoir accès à un monde professionnel. Là, j'avoue que comme libéral et laïque, même si je sais que c'est clivant, je ne vois pas de bonne raison pour une restriction à ce niveau-là. Parce que ça me paraît à la fois un problème en termes de droits fondamentaux, même la République française ne le fait pas, alors qu'elle est très stricte sur les 2 autres aspects que je vous ai indiqués, et qu'en termes de stratégie, en effet, si l'idée, et c'est vrai que c'est important, est de lutter contre les identitaires religieux et les fermetures, c'est essentiel. Par contre, la communication de l'EBE pose un souci parce que ce n'est pas tellement le fait qu'elle rappelle ou qu'elle instaure ou qu'elle établisse une autorisation pour l'enseignement supérieur, c'est le fait qu'elle ne rappelle pas et qu'elle n'établisse pas une interdiction de fait pour l'enseignement obligatoire. Et donc moi, je ne demande pas à l'EBE de retirer sa décision, je demande qu'il en prenne une autre concernant l'enseignement obligatoire, là dans le sens du rappel d'une interdiction de signes ostentatoires, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit pris comme un signal. Pour moi, c'est ça l'équilibre entre laïcité et libéralisme. Sur le supérieur à Bruxelles, dans le cas des pouvoirs organisateurs bruxellois, c'est d'autoriser le voile dans le supérieur pour les majeurs. La COCOF, ça fait partie de l'accord, en effet, qui a été pris. Pascal Rebos. Je pourrais être d'accord avec ce que vos invités libéraux, puisqu'ils sont tous les 2 libéraux, ont dit sur le sujet. J'aimerais quand même rajouter 1 ou 2 choses. Il y a toujours eu une sorte de voile politique sur le voile. Déjà, souvent à l'intérieur des partis, ils ne sont pas d'accord. Il y a l'électoralisme. Il y a aussi, je pense, le manque de courage. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que dans la plupart des universités, le voile est permis, même à l'ELB. Moi, je donne cours devant des étudiantes qui sont voilées. Il faut faire une distinction, je pense, on l'a dit, entre les adultes et l'enseignement des humanités. Mais il y a quand même quelque chose, un paradoxe. On est en plein débat de genre. Et là, c'est, à mon avis, un des stéréotypes peut-être les plus genrés qui soient de la femme. Ça mériterait quand même aussi une réflexion. C'est un débat sexiste, vous voulez dire? Des intellectuels. C'est un débat sexiste? Mais non, mais je veux dire, c'est comme stéréotype, on ne peut pas cauchemarder mieux. Et puis, moi je pense, et j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a une autre urgence en Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 1998, Flao et Asquin, sur mes plateaux, ont voulu un cours de citoyenneté. Il y a donc 22 ans. On est en 2021. Il y a 1 heure, donnée par... je ne veux pas 1 heure, 1 heure presque de rien, alors que le programme, c'était la philo, l'histoire comparée des religions, l'éducation même civique, les connaissances du mécanisme belge. Et en plus, on rajoute depuis, parce que maintenant c'est très à la mode, l'éducation aux médias. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça, c'est la priorité. Parce qu'à partir du moment où des jeunes sortent de leur gang de famille et apprennent des choses, notamment que les religions, il y en a différentes, qu'il y a plusieurs textes sacrés, qui les a écrits, c'est passionnant ça. Et après on peut rediscuter du voile. Demandons à chacun des invités ces 2 heures d'enseignement dans l'enseignement obligatoire. Est-ce que vous êtes pour C'est essentiel. On parle toujours de la laïcité, même là ici maintenant, en termes d'autorisation, d'interdiction. Et dans tous les réseaux. Bien sûr. Si on pouvait au moins faire le job dans l'officiel. Je suis aussi moi un partisan depuis longtemps d'un cours de citoyenneté, de philo, d'histoire comparée des religions. Il y a 1 seule heure pour l'instant. Il y a un accord de gouvernement, on n'y est pas, qui promet vaguement cette 2e heure après en commissionnement. Nous demandons à la majorité d'accélérer le mouvement. C'est capital, c'est plus important que d'autoriser ou d'interdire le voile. Georges-Louis Boucher, que dit la majorité? Sur le caractère genré du débat sur le voile, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les mêmes qui nous disent qu'il faut avoir une société non genrée, qui sont les défenseurs du voile. Souvent, sur le plan politique, c'est assez interpellant. Sur le fond des cours,
on est quand même, et c'est pour ça qu'on a demandé une évaluation du côté du MR, évaluation de la manière dont les choses se passent aujourd'hui, de ce qui est réalisable, parce que c'est pas aussi simple que ça. 2 éléments très rapides. Le premier, c'est qu'en France, ce cours existe de philo, et désolé, ça n'a pas empêché les débordements français, la radicalisation, etc. Oui. Donc il ne faut pas prêter à ce cours quelque chose de plus important qu'il n'est. Et alors, moi, il y a un autre élément qui me fait assez peur, c'est qu'il ne faut pas non plus, via la suppression des cours de religion, donner des prétextes pour renforcer des écoles à caractère confessionnel. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Il y a 52% des élèves dans le secondaire à Bruxelles qui choisissent un cours de religion islamique. Oui, est-ce que, pour ses parents, pour ses enfants, ils pourraient vivre sans ce cours sinon, ils risquent de changer d'école. Mais en tous les cas, si c'est pour apprendre de la religion avec des gens sur lesquels on n'a aucun contrôle, sur un programme qu'on ne peut pas vérifier, moi je préfère qu'il reste dans l'enseignement officiel. Stéphanie Meyer, je voudrais qu'on revienne sur les communes qui réfléchissent à rendre plus tolérante leur administration. On en a parlé à Schaerbeek, comme une défi, à Molenbeek, où le MR est dans la majorité. Où est-ce qu'on en est ? Vous parlez de motion dans les conseils communaux. Il y a 2 communes, effectivement, qui travaillent sur ça depuis, finalement, le mois de septembre. C'est Molenbeek et Schaerbeek qui voudraient changer leur règlement de travail pour permettre d'avoir, en tout cas, qui se posent la question pour permettre d'avoir des fonctionnaires qui portent des signes convictionnels. Donc, on ne parle pas du voile spécifiquement, mais c'est clair que ça joue. Ça peut être un t-shirt avec Georges-Louis Boucher, hein, aussi. Voilà. C'est une conviction. La comparaison est très pertinente entre conviction religieuse et politique. Merci François. Et donc, alors à Molenbeek, le processus est un petit peu en suspens pour cause de Covid, en disant que c'est un peu compliqué d'organiser les réunions. À Schaerbeek, ils se réunissent une fois par mois. Une commission du conseil communal qui se réunit une fois par mois, qui fait des auditions. Ce sera jusqu'au mois de juin. Ensuite, ils se mettront ensemble et ils feront un rapport pour remettre un avis à la fin de l'année. Donc il y a quand même des choses qui se passent au niveau communal, parce qu'au niveau régional, ça reste encore assez flou. François de Smet, que dit le président de Défi aux conseillers communaux Défi et aux échevins et bourgmestres Défi de Schaerbeek? Alors, c'est toujours difficile d'avoir une position abstraite et désincarnée du terrain, mais moi, je viens de vous l'exprimer. Je trouve que dans la fonction publique, singulièrement communale, mais ça vaut aussi ailleurs, la neutralité, c'est pas juste la neutralité des actes, c'est la neutralité des apparences. Donc on écoute ce que nous disent nos partenaires et d'autres. C'est un conseiller PTB quand même qui a fait la demande. C'est utile de le rappeler. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord de majorité là-dessus. Mais il y a un travail de terrain qui doit être à l'écoute. Nous verrons bien ce qu'il en ressort. Et à Molenbeek, Georges-Louis Boucher. Pour nous, il est hors de question d'autoriser le voile dans l'administration et qu'on se rende bien compte d'une chose. Ce n'est pas un acte de défiance vis-à-vis des personnes qui portent le voile, dont on respecte la conviction et on veut une liberté totale dans l'espace public et dès que c'est possible. Mais comme l'a bien dit François de Smet, ce qui est important, c'est aussi l'apparence d'impartialité. Et c'est pour ça que votre référence avec un t-shirt avec ma tête ou celle d'un autre est très bonne, exactement. Mais le chien est moins connoté. C'est que très franchement, je vais poser la question à vos téléspectateurs autrement. Est-ce qu'on accepterait qu'un électeur MR soit au guichet et derrière le guichet, il y ait quelqu'un avec un pins du Parti socialiste? Je pense que la personne se dirait qu'elle n'est pas traitée de manière égale. Et par ailleurs, je ne veux rien attiser, mais j'attire l'attention à chacun. Le jour où on aura un policier ou une policière voilée qui contrôle un homme avec une kippa ou l'inverse, ce jour-là, c'est vraiment l'importation de toute une série de difficultés qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas le choix d'organisation de notre société. Nous sommes dans le respect des religions, mais la neutralité totale de l'État. Alors, vous êtes tous les deux des présidents de parti. Vous communiquez, soit directement, soit via les réseaux sociaux. Certains beaucoup, d'autres moins, soit via des intermédiaires comme les médias et les journalistes. Et parfois, les relations sont tendues. Alors, je vais vous donner un exemple. Plus avec moi qu'avec lui. Attendez. Coucou Charles, vous connaissez, Georges-Louis Boucher connaît bien, parce que souvent, ce graphiste qui nous fait un petit visuel chaque semaine utilise Georges-Louis Boucher, ou avant c'était Charles Michel, ou encore maintenant Mathieu Michel, comme cible. Mais cette fois-ci, il s'est attaqué à Trump. Et je vous propose de regarder son dessin. Donc, il s'est intéressé à l'intérêt que l'ancien président américain avait pour la vérité alternative et les fake news. Donc, tout ce qu'il sait dire, finalement, ce Donald Trump, c'est fake news. Et c'est ça la caricature, finalement, qu'on en reste. Est-ce qu'à force d'être sur les réseaux sociaux et à critiquer les médias, les journalistes, est-ce qu'on ne risque pas de se trumpiser, Georges-Louis Boucher ? Mais ce qui est surprenant aussi, c'est est-ce que quand on est journaliste, on peut reconnaître que l'on se trompe ?
et que le travail n'est pas toujours fait parfaitement. Parce que c'est quelque chose qui est assez dingue, c'est que très franchement, on oublie une chose, c'est que la liberté des médias s'accompagne d'une responsabilité. Et vous avez aussi, à partir du moment où vous avez la liberté, le droit d'être critiqué. Et donc, tout le temps ériger l'idée qu'une critique à l'égard des médias serait une défiance à l'égard de la démocratie, c'est faux. C'est celui qui refuse la critique, quand elle est argumentée, c'est celui qui refuse d'y répondre point par point, qui est défiant à l'égard de la démocratie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et on en parlait avant d'entrer sur le plateau avec François, il y a quand même une difficulté dans le monde médiatique. Je donne un discours il y a 15 jours d'une demi-heure, avec que des propositions, des objectifs pour le mouvement réformateur. Je n'ai pas 10 secondes au journal télévisé, j'ai quelques entrefilés dans la presse écrite. Je fais un tweet en réponse à Van den Broek, j'ai une page complète. Je ne vous parle même pas quand il y a parfois l'un qui dit une méchanceté sur vous. Là, on a le camion de la RTBF devant le siège du parti pendant une semaine. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut aussi que le monde médiatique se remette en question en se disant nous sommes un acteur économique et donc il faut faire de l'audience, mais parfois à trop anticiper ce que les gens aiment entendre ou qu'on croit qu'ils aiment entendre, on fait des biais aussi éditoriaux qui ne sont pas toujours du meilleur aloi. Vous avez effectivement tout à fait le droit de dire cela, mais quand même, quand vous interpellez des journalistes, vous le faites sur les réseaux sociaux, alors que vous pourriez le faire via le conseil de déontologie ou même en direct. Donc vous le faites publiquement. Donc il y a quand même une volonté que publiquement, la castagne se fasse, non ? Non, c'est un objet de débat qui est de se dire, est-ce que, aussi dans l'opinion publique, on considère que ce traitement-là est juste ou pas ? Il y a une différence majeure, c'est que chacune des critiques, je peux justifier, le journaliste peut être face à moi, et il peut me répondre point par point. C'est une différence majeure avec quelqu'un qui dit, dès que ça ne me plaît pas, fake news, et derrière, on ne comprend même pas pourquoi. Et donc, ça, il faut arrêter aussi cette caricature, que dès qu'on émet une critique, ça veut dire que c'est Trump. Donc, les seules personnes dans notre démocratie qu'on ne pourrait pas critiquer sont les journalistes. Ce n'est pas une conception correcte de la démocratie. Alors, François de Smet, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Bon, vous êtes moins interpellant pour les journalistes et les médias. Voilà, c'est bien possible. Si, je vous assure. D'abord, pour le clin d'œil gentiment. C'est toujours sourire d'entendre Georges Louis se plaindre de ne pas être relayé par la presse. Alors que moi, dès qu'il y a 2 jours sans une interview de lui d'une manière ou d'une autre, j'ai presque envie de prendre mon téléphone pour voir comment il va. Oui, voilà. C'est juste pour le clin d'œil. Sur le fond, alors il y a un souci que j'exprimerai autrement, qui est que l'accélération, les réseaux sociaux, et ça peut nous guetter aussi, nous font tomber facilement dans le bac à sable. Nous, éventuellement les journalistes, éventuellement les académiques, le monde entier. Et là, où il y a un risque, et où c'est vrai, moi aussi j'ai déjà constaté que c'est parfois difficile de faire passer des idées de fond que soi-même on trouve toujours géniales. Ça ne marche pas, par contre, si je tacle Georges-Louis Boucher sur Twitter, je peux arriver à faire en sorte qu'il y ait une page de journal en ligne qui reprenne le truc. C'est vrai que c'est quand même interpellant, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui ne font que du fond, et c'est très bien. Il est parfois, comment dire, c'est comme si on avait la menace que via Twitter et d'autres réseaux, le format du tube imprime ce que devrait être le fond. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des trucs réduits à 280 caractères, on se sent obligé de ne réfléchir que par punchline et de faire de la politique, mais aussi éventuellement du journalisme ou de la diplomatie. C'est pour ça qu'on vous invite comme ici dans des émissions qui durent presque 1 heure. Donc comme ça, vous avez le droit de parler. Monsieur Deleu, votre émission est l'une des rares du monde audiovisuel, parce que les journaux écrits sont encore différents, qui donne en effet tout ce temps. Et c'est précieux, c'est vrai. Pascal Vrébos. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, non, Trump a gagné. Pourquoi ? Mais parce que le monde entier s'est trumpisé. Justement, l'hyperbole, les post-vérités, l'agressivité dans les réseaux sociaux, c'est une victoire de Trump. Les hommes politiques qui s'envoient des vannes, parfois même sans filtre, c'est une victoire, j'ai envie de dire, rhétorique de Trump. Ça, c'est 1. Alors 2, les réseaux sociaux, moi, j'y suis vraiment un minimum. Et si un jour, Georges-Louis Boucher m'attaquait sur Twitter en disant... fait, Pascal. Non, jamais. Je dis si. Non, en disant, ce dimanche, vous avez été ceci et cela. Moi, je ne répondrai pas. Je l'appellerai le lendemain pour en discuter. Donc, il ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller ferrailler sur Twitter. Alors, c'est vrai que, vous savez, moi, je fais de la télé et de la radio depuis très longtemps. Donc je suis là depuis très très longtemps. J'ai connu des générations d'hommes et de femmes politiques. Et je pense que ce qu'il faut en tout cas, c'est être le même avec tout le monde, sans agressivité.
Parce que l'agressivité peut aussi être une sorte pour faire le buzz, etc. Et aussi, nos intérêts ne vont pas de soi entre nous. Nous sommes, j'ai envie de dire, structurellement antagonistes, puisque notre rôle, avec beaucoup d'humilité, est de débusquer justement le sophisme, la contradiction, la parade rhétorique. C'est ça. Et ce n'est que ça. Stéphanie Meillet, pour conclure là-dessus. Oui, mais simplement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un moyen direct de connexion entre le politique et le public, sans passer par l'intermédiaire des journalistes. On voit ce que ça a donné avec Trump. Hein. Oui, mais c'est un phénomène réel et qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Il y avait un passage obligé par les plateaux de télé pour avoir un écho suffisamment large. Et d'où l'éducation aux médias nécessaire dès le plus jeune âge. On est rentré dans un autre fonctionnement où finalement, ça tâtonne, tout le monde apprend et tout le monde est en train de faire son propre marketing. Les journalistes le font aussi. Hein. Pas tous, mais certains aussi. On passe à nos coups de cœur à présent. Stéphanie, vous vouliez nous parler d'un livre. Oui, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est sorti il y a un an. Alors c'est un magnifique récit de vie d'une gamine en fait qui vit dans les marais, dans une cabane. Ça se passe aux États-Unis, en Caroline du Sud. Mais c'est intéressant, elle vit avec sa famille et finalement elle va être abandonnée par sa mère qui est battue, par ses frères et sœurs qui s'enfuient, finalement par son père qui est violent et qui part. Et à 10 ans, elle se retrouve seule. Et ce que je trouvais super intéressant dans ce livre, au-delà de l'écriture et de ce récit de vie qui est très émouvant, très touchant, c'est que finalement ça nous parle assez de discrimination et de préjugés, puisque les gens de la ville d'à côté ont vraiment beaucoup d'a priori sur cette gamine. Heureusement, il y a un peu de solidarité aussi dans le livre pour sauver notre image de l'humanité. Et finalement, cette friche des marais, ça ressemble un petit peu à notre forêt urbaine qu'on peut avoir à Bruxelles au niveau de cette discrimination, de préjugés, de rejets. Je trouvais ça assez intéressant et rafraîchissant. Très bien, je ne savais pas que les écrevisses chantaient. Pascal Vrébos, lui, vous voulez parler des débrouillards. C'est quoi les débrouillards? Mais vous savez, on parle assez peu de tous ces artistes créateurs, jeunes et moins jeunes, qui sont vraiment dans la mouise, parce qu'ils ne sont pas subventionnés, ils ne font pas partie d'une structure subventionnée, et qui, eux, ont de l'argent pour le moment. Ils n'ont rien. Et donc, Mousta Largo a créé les débrouillards, où c'est une structure qui va permettre à toute une série de jeunes et de moins jeunes d'exprimer ce qu'ils ont fait, de montrer leur création, d'exister et de tenter peut-être de se faire connaître. Moi, j'ai trouvé ça une excellente initiative. Il a demandé à toute une série de gens d'être parrains et marraines. J'ai accepté, j'ai aussi fait un petit message. Je crois qu'il faut penser à ces gens qui, aujourd'hui, sont vraiment dans de très, très sales draps. Vous êtes un des parrains. Valérie Leclerc, aussi notre présentatrice de 18h, en est une autre. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve évidemment samedi prochain pour une autre édition des Experts. Au revoir.